Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Régis Le Sommier, grand reporter, cofondateur d'Omerta, quelqu'un que vous suivez, quelqu'un qui est apprécié sur la chaîne, je le sais, et qui nous revient, alors vous me direz, tu fais toujours la pub des mêmes maisons d'édition. Oui, peut-être, mais il n'y a plus beaucoup de collègues courageux en France. On est en France, hein, on est dans la France actuelle, quoi. Il nous revient aux éditions Max Milo qui ont fait un carton plein de bons bouquins récemment, avec l'ouvrage Qui est le diable, l'autre ou l'Occident. Régis, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Alors, pour resituer cet ouvrage, moi c'est un ouvrage, on en parlait en off, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est une galerie de portraits des hommes que nous avons diabolisés, que l'Occident ou l'occidentalisme, on va revenir dessus, a diabolisé, avec d'ailleurs des gens qu'on a oubliés, et puis bon, des grandes personnalités, tu vois, Saddam Hussein, Osama Ben Laden, Muammar Kadhafi, et dernier en date, Donald Trump. Il y a un long passage sur Donald Trump. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, bien sûr, hein, qui est hors concours. Hors concours. Vladimir Poutine mange des enfants, on débute toujours par là d'ailleurs. Mais, et surtout, on voit les schémas de diabolisation, on voit à travers l'historique qu'en fait, ce sont des histoires qui se répètent assez souvent. Et surtout, il y a un constat qui est l'ombre portée de ton livre, c'est que ce procédé-là le plus souvent, est un échec. Or, pour toi déjà, avant de voir qui est le diable, qui a le droit de désigner le diable pour toi? Si tu veux, comment dire, quelle légitimité on a à désigner le diable dans les rapports internationaux? Alors c'est très intéressant comme question parce que en fait cette légitimité elle est donnée par on va dire certaines personnes dans la sphère médiatico-politique, certains on va dire membres d'ONG ou tout a commencé en fait bien souvent sur des plateaux de télé. Je m'explique. À partir de ce processus de diabolisation, il démarre pour moi, même si il a pu exister avant. Hein, il y a eu des diables célèbres. Je commence les portraits par celui de Staline, qui cumulait l'avantage d'avoir été un diable bolchevique au début, notre allié pendant la guerre pour terrasser le nazisme, et une fois que le nazisme est terrassé et que la bataille de Berlin est gagnée, il redevient un diable. Donc c'est très intéressant. Et puis j'ai voulu démarrer par Staline parce que c'est aussi l'héritage du stalinisme, le bolchevisme, le rideau de fer. Mais tout ça, ça nous a permis de vivre avec un diable confortable pour nous pendant, on va dire, 50 ans, jusqu'en 91. On pouvait toujours dire ah oui, regardez en face, regardez ce qu'a écrit Solzhenitsyn, ce qu'a dit Bukowski. Quand les dissidents arrivaient chez nous, ça nous donnait une bouffée d'oxygène et une croyance que notre système c'était le meilleur. Et d'ailleurs, quand le mur s'est écroulé et quand l'URSS 2 ans plus tard s'est écroulé aussi, on a écrit la fin de l'histoire. Souvenez-vous du livre de Francis Fukuyama, édifiant finalement, qui constatait que le modèle social-démocrate, le libéralisme triomphait et était naturellement amené à s'étendre sur la planète. Il restait quelques récalcitrants, et ce qui est très intéressant, je veux préciser sur les diables que j'ausculte dans ce livre, c'est que bien souvent, à un moment dans leur vie, ils ont été nos amis ou nos alliés. Je parle de Kadhafi, je parle de Saddam Hussein, évidemment, avec la guerre Iran-Irak, où il nous servait finalement, où il nous a servi de bouclier contre, on va dire, l'expansion iranienne. Je me souviens d'ailleurs d'avoir, à ce propos, une anecdote qui n'est pas dans le livre. J'ai eu, en novembre 2003, la chance de passer 2 jours avec Donald Rumsfeld au Pentagone.
et de l'interroger, de l'interviewer. C'était une exclusivité à l'époque pour Paris Match. Et au milieu de ces questions, je lui ai rappelé qu'en 1983, s'était rendu à Bagdad et qu'il avait rencontré Saddam Hussein. Il a botté en touche immédiatement en m'expliquant qu'il s'était surtout entretenu avec Tarek Aziz, qui était le ministre des Affaires étrangères. Mais je lui dis, mais Saddam Hussein, vous lui avez serré la main. C'est donc pas, vous avez serré la main à Hitler. C'était un peu mon propos. Oui, mais à l'époque, les circonstances étaient différentes, m'a-t-il dit, et il y avait la menace iranienne. Là, aujourd'hui, Saddam Hussein nous menace directement, ce que me disait-il à l'époque. On ne savait pas en novembre 2003 qu'il n'y avait pas encore d'armes de destruction massive. Enfin, sans doute Donald Rumsfeld le savait, puisque on s'est très vite rendu compte que tout ça n'était qu'une coquille vide, quelque chose de préfabriqué. Et j'en reviens au terme de mon livre et à l'intention de ce livre, justement, par rapport à votre question, c'est que le processus de communication qui s'applique quand il y a un conflit va jusqu'à des extrêmes. À l'époque, Paul Wolfowitz, numéro 2 du Pentagone, que j'ai également croisé au moment de cet échange avec Rumsfeld, Paul Wolfowitz avait créé un bureau à destination des médias américains pour vendre la guerre, il n'y avait pas d'autre mot, vendre la guerre à venir, cette guerre contre l'Irak, qui n'était pas évidente au départ, puisque, souvenez-vous, quand George Bush, après le 11 septembre, réunit tout son cabinet et dit, bon, prend la décision finalement d'aller en Afghanistan, ce qui est logique, parce que on peut dire que c'est presque une guerre de nécessité, l'Afghanistan, en tout cas dans sa première partie. Al-Qaïda se trouve là-bas. Les camps d'entraînement d'Oussama Ben Laden à côté de Kandahar, c'est là qu'ont été recrutés, sélectionnés les kamikazes qui vont piloter les avions dans les tours. Donc une logique de se dire, bon, on va d'abord éradiquer le mal à la racine, chasser le gouvernement des talibans qui a accueilli ce mal au nom des vieilles traditions afghanes du Pashtun Wali, d'accueil. Et qu'est-ce qu'on fera ? On verra dans un second temps, ce que semble dire Bush, par rapport à la volonté de Rumsfeld et de Cheney, qui est déjà d'attaquer l'Irak. Déjà. Il se heurte à Powell à l'époque. Voilà, exactement. Donc il y a des résistances. Donc on décide l'Afghanistan. Et progressivement, Rumsfeld, Cheney et leurs alliés vont comprendre que s'il faut aller en Irak, il va falloir s'armer de munitions intellectuelles. Il va falloir on débauche des journalistes au sein même des rédactions pour pouvoir vendre cette narration des armes de destruction massive. C'est très intéressant parce que c'est un processus très long et parce que entre 2001 et 2003, il va s'écouler 2 ans. Souvenez-vous de l'affaire Judith Miller au New York Times, qui est accusée et qui finalement évidemment sera confondue de, on va dire, aller directement à la vice-présidence pour récupérer ces informations. Il y a aussi l'ambassadeur Wilson, que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui était un ambassadeur marié à une femme charmante qui s'appelait Valerie Plame, donc une sorte de couple glamour de Washington, à qui on demande de se rendre au Niger pour amener la preuve que Saddam Hussein tente de récupérer ce qu'on appelle le yellow cake à l'époque, c'est-à-dire l'uranium nigérien, de façon à fabriquer une bombe atomique ou à bricoler un arsenal nucléaire qui en fait ne l'avait pas, mais peu importe. L'ambassadeur Wilson constate qu'en fait il n'y a aucune trace au Niger d'une quelconque tentative de la part de Saddam Hussein de se procurer de l'uranium. Et donc décide de le rendre public. Ça ne plaît pas à Cheney, ça ne plaît pas à son homme lige qui s'appelle Scooter Libby. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire fuiter dans la presse que sa charmante épouse, Valérie Plame, fait partie de la CIA. Ce qui est un cas, c'est absolument interdit de révéler un agent, la couverture d'un agent. Et donc c'est fait et il y aura un procès. Donc ils vont très loin pour menacer ceux qui ne se plient pas à cette orchestration de la guerre et donc la machine va se mettre en route. Elle est très intéressante cette machine parce que je pense qu'on a pour la guerre en Ukraine, on est allé aussi très loin, on pourra en parler où tout à coup la communication de guerre prend le pas sur toute forme de journalisme.
Alors évidemment, il y a des résistances encore à l'époque. Il y a encore des vieux journalistes, des Simon Hirsch aux États-Unis, des Robert Fisk en Angleterre, qui sont finalement des gens qui cherchent et qui se laissent pas, on va dire, à qui on ne donne pas comme ça une vérité toute mâchée. Donc il y a encore cette génération de journalistes qui vont enquêter, etc., et qui viennent embêter cette narration. Mais déjà, à l'époque, on construit la narration. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du reductio ad Hitlerum, c'est-à-dire la désignation de Saddam Hussein comme étant le nouvel Hitler. Et qui dit nouvel Hitler, comme c'est souvent le cas, c'est vraiment le processus parachevé de diabolisation, ça veut dire qu'on ne peut pas le laisser sur place. Comme dit Pierre Conessa dans son livre sur le complexe militaro-intellectuel, il parle justement de ces plateaux autour desquels on dit « Ah, attention, faut absolument, on ne peut pas ne pas ». Alors, on ne peut pas ne pas, c'est il faut intervenir, sinon Saddam Hussein va attaquer les États-Unis. On entendait des choses absolument délirantes à l'époque. Que donc il y avait les armes sales, il y avait le nucléaire, il y avait les armes de destruction massive. On savait pas très bien à quoi ça. Mais on a vu des espèces de laboratoires, de choses, et puis la fameuse fiole de Colin Powell qui représente peut-être la quintessence du mensonge américain, mais qui est très intéressante quand même du point de vue psychologique parce que ça reste la référence. Et aujourd'hui, y compris pendant la guerre en Ukraine, à chaque fois que les États-Unis ont tenté, on va dire, de vendre une narration, et l'administration Biden a mis beaucoup d'efforts pour le faire, il y a toujours ce soupçon de la manipulation à cause de cette époque et à cause de cette fameuse fiole. J'avais aussi eu l'occasion de poser la question à Powell sur cet épisode et il m'avait décrit comme étant une véritable tâche sur sa carrière, donc en ayant pris vraiment conscience de la manière dont il avait été utilisé, parce que c'était le plus hostile à l'intervention en Irak. À partir du moment où il y a une fiole comme ça qui contient, qui est censée représenter les armes bactériologiques, on ne peut pas ne pas intervenir pour mettre fin à la carrière de Saddam, l'éliminer, et c'est ce qui a été fait. Et ce qui est très intéressant dans cette puissance de cette narration, je vous dis, tout ça sorti du bureau de Wolfowitz, avec des néoconservateurs qui vont moissonner en Europe, des Richard Pearl, qui étaient extrêmement présents à l'époque, c'est que dans les médias français, et ça, je suis jeune journaliste à Paris Match, j'ai une sacro-sainte croyance en mon métier, je l'ai toujours, mais je me rends compte que mes dirigeants, de ceux qui dirigent Paris Match, en fait, sont quasiment tous pour l'intervention américaine en Irak, en dépit du fait que Jacques Chirac commence à donner de la voix, que Dominique de Villepin va faire ce magnifique discours, peut-être le dernier grand acte diplomatique d'histoire dans les relations sur lesquelles la France a pesé dans les relations internationales. Eh bien, en dépit de ça, mes dirigeants, dans un média puissant en France, sont quasiment tous persuadés qu'il faut intervenir contre Saddam Hussein. Justement, je me permets de rebondir tout de suite. Parce que quand on voit le processus de diabolisation, il y a un aspect qui apparaît d'ailleurs au fur et à mesure de l'actualité, qui apparaît dans les portraits que vous faites, quand on se rappelle de l'ambiance de chacun, et on n'insiste peut-être pas suffisamment sur cette notion, c'est la notion de ridicule. Je m'explique. Vous venez de souligner tout à fait à raison qu'il y avait encore de grands journalistes internationaux qui, la guerre d'Irak, non, on ne fera pas prendre des vessies pour des lanternes. Or, je rappelle qu'on est allé très loin. Rappelez-vous les fameuses grottes en Afghanistan surtechnologisées que les talibans devaient avoir. C'est-à-dire des trucs des trucs où il fallait des bombes perforantes pour aller les chercher. Une fois qu'on est arrivé dans le truc, on a trouvé des grottes au sens le plus historique du terme. Les fameux camions itinérants dans lesquels Saddam Hussein aurait mis ses laboratoires pour ne pas qu'on les abatte. Tout ceci était délirant. Le Robert Fisk soulignait à l'époque, attendez, vous me parlez d'armes chimiques et d'armes bactériologiques. Savez-vous au minimum que ces armes ont des dates de péremption? C'est-à-dire que ce ne sont pas des armes éternellement utilisables quand on les a eues. Silence de mort.
parler de choses qui auraient été faites il y a 20 ans, bon, ça veut dire qu'elles sont inutilisables. Et ça va terminer avec, rappelez-vous, Kadhafi, qui avait quasiment une armée moderne, les marchés sur Benghazi. L'armée irakienne, 4e armée du monde. L'armée américaine, 4e armée du monde. D'ailleurs, 4e armée du monde, ils l'ont fait à plusieurs. Généralement, c'est un chiffre porte-malheur, la 4e armée du monde. Pas très On veut dire qu'on va se faire dégommer. Mais pour compléter ce que vous dites, moi j'ai eu l'occasion pendant la guerre d'Irak de visiter, parce que c'était le lieu dans lequel bivouaquait une unité de la 82e division aéroportée, pour être précis, dans le quartier de Ouriya, à l'ouest de Bagdad, de visiter, de dormir dans les fameux bunkers de Saddam Hussein, parce qu'il y avait aussi, avec des chambres, etc. Je peux vous dire que j'ai regardé, effectivement, la construction, c'était Dutch Qualitat, ça avait été fait par les Allemands, donc en bunker, c'était assez solide. En revanche, jamais l'électricité n'avait été réellement connectée, les toilettes n'ont jamais fonctionné à l'intérieur. Bref, on était dans une espèce de cloaque. Les Américains, d'ailleurs, me disaient, l'officier en m'accueillant me disait, voyez ce trou dans lequel nous sommes, vous avez de la chance, la différence entre vous et moi, c'est que nous sommes tous les deux à Bagdad là, mais vous partez quand vous voulez, on en a pour 6 mois là-dedans. Donc c'était les bunkers de Saddam Hussein. J'ai découvert ça en me disant, je me souvenais des infographies dans Newsweek expliquant que finalement tout ça était connecté avec le palais de Saddam Hussein, etc. Et donc en fait, tout ça, bon, à la limite, cet aspect-là de magnifier son ennemi pour mieux l'abattre. Ça a toujours été les bases de la propagande de guerre. La guerre des Gaules est un énorme livre de propagande. Voilà. Mais il nous permet aussi de connaître les Gaulois. Je peux tout à fait, si vous voulez, ça, il n'y a aucun... C'est pas le vrai problème. Là où je voudrais avoir votre réaction, c'est que ça termine la guerre d'Ukraine avec les fameuses, les fameuses machines à laver dont on fait des armes. Enfin, oui. Très bien. Pourquoi ça marche? Ça ne marchait pas sur une certaine génération de journalistes. Et là, j'ai l'impression que tout le monde avale. Alors, sur l'Ukraine, moi, j'ai été extrêmement surpris parce que j'ai vécu la Syrie aussi avant, qui était, en termes de propagande et de rouleau compresseur, on était quand même dans du très dur. On était vraiment dans une orientation. Moi, j'ai eu des attaques pour avoir tendu le micro, tout simplement, et posé des questions absolument sans concession à Bachar el-Assad. J'ai été attaqué personnellement par Laurent Fabius. Donc, je connais un petit peu à quel point le Quai d'Orsay, par exemple, peut arriver à imprimer sa marque et à faire en sorte que tout journaliste dissident ou ayant fait quelque chose qui n'était pas prévu se retrouve automatiquement flingué. Mais encore une fois, pour la guerre en Syrie, il existait aussi une forme de journalisme, souvent britannique d'ailleurs, qui venait expliquer que non, les djihadistes étaient bien dans l'opposition et que l'opposition démocratique, inclusive, qui allait libérer les femmes, etc., etc. C'était pas tout à fait ce à quoi il fallait s'attendre en Syrie, ce qui était assez évident assez rapidement, mais bon, encore fallait-il le formuler, et ça ne correspondait pas avec la narration, et on reviendra peut-être sur la Syrie, parce que on assiste à un processus inverse aujourd'hui, où vous avez le président de la République qui appelle Ahmed al-Shara, le nouveau maître de la Syrie, qui a été quand même à l'origine, qui a mis sur les fonds baptismaux Daesh, avec Abou Bakr al-Baghdadi, qui a combattu avec Zarqawi en Irak dans la pire période, et en termes d'attentats, et qui avait créé son groupe rattaché à Al-Qaïda, affilié à Al-Qaïda jusqu'en 2016. On est quand même dans l'année où on va fêter le Bataclan, et on a le président français qui invite à Paris un type qui était, au moment du Bataclan, en gros, toujours djihadiste. C'est quand même, d'un point de vue de l'entendement, alors, finalement, il n'est pas venu. Enfin, pour le moment, c'est son ministre des Affaires étrangères. Qu'on reprenne langue avec ces gens-là, parce qu'ils sont au pouvoir en Syrie, ça, c'est tout à fait normal. Mais du point de vue du lessivage à ce point, on est quand même dans un... Voilà. Et ça participe aussi d'une certaine de la même narration appliquée à la guerre en Syrie, c'est-à-dire on s'est débarrassé de Bachar, on s'est débarrassé du pire. Aujourd'hui, forcément, même si le type était dans Daesh,
il est forcément moins. Et je vous dis, moi, je dis souvent ça, c'est les inconnus qui ont tout inventé, avec le sketch sur le bon chasseur et le mauvais chasseur. Là, c'est pareil, vous avez le bon nazi et le mauvais nazi en Ukraine. Et puis là, vous avez le bon djihadiste et le mauvais djihadiste. Alors, en fonction des périodes, des moments, des circonstances. Et puis surtout, faut être à la bonne heure. Ah oui, il faut faire attention. Il faut faire gaffe quand même. Il faut faire gaffe parce que les choses peuvent changer et faut se mettre à la page tout de suite. Mais revenons à nos moutons, et je pense que on a bien saisi, enfin moi en tout cas dans mon livre, ce que j'ai voulu vraiment, sur quoi j'ai voulu mettre l'accent, c'est cette narration imposée qui élimine ou écarte toute réflexion dissidente, toute vision alternative. Je me souviens d'une émission sur le service public. À l'époque, j'étais encore invité dans l'émission de Raphaël Enthoven, je crois que c'était sur la 5. J'étais face à Éric Nolot, qui avait encore des côtés Torquemada à l'époque, même si aujourd'hui il a beaucoup mis d'eau dans son vin. Il y avait Éric Nolot, il y avait Raphaël Enthoven, et à côté de moi il y avait Henri Guénaud, qui avait eu le malheur de pondre une tribune dans le Figaro, expliquant que ça commençait à devenir dangereux, la rhétorique sur l'Ukraine, que la guerre, elle se faisait par engrenage, et que ça pouvait ressembler à un moment à la Première Guerre mondiale, avec la cohorte de morts à la suite, les 20 millions, etc., etc. Il avait écrit un papier qui s'appelait « Nous allons à la guerre comme des funambules ». Comme des somnambules, pardon. Il reprenait un historien australien de la Première Guerre mondiale qui avait expliqué justement ce mécanisme d'engrenage. Et dans cet entretien, qui n'était pas en fait un entretien, moi j'étais considéré, désigné comme un sbire de Poutine, je ne sais quoi, et comment est Guénaud comme une sorte d'allié objectif, parce qu'il appelait à la paix. C'était assez étonnant de voir que deux journalistes en face, en fait, avaient, je vous assure, des allures de procureurs, plus que de journalistes, pour nous expliquer qu'en fait, des gens comme nous, c'était des Munichois, nous étions des... Voilà, vous vous souvenez quand on employait le mot fraîche, voilà, et on a vu des choses pendant cette guerre d'Ukraine. Moi, je prends juste deux exemples. Il y a eu l'affaire Boris Johnson, donc avril 2022, Antalya en Turquie, où Zelensky et Poutine, en gros, via leurs hommes respectifs, se mettent d'accord pour signer un accord. Les Russes ont compris qu'ils n'ont pas fait tomber le régime, et donc il y a une sorte de, voilà, on va dire, d'accord qui est mis au point, et Boris Johnson intervient pour empêcher Volodymyr Zelensky de signer cet accord. Ça, c'est quand même déjà un signe que on ne veut pas que la guerre s'arrête. Mais il n'y a pas que ce signe. Quelques mois plus tard, en novembre 2022, au Pentagone a lieu une conférence de presse avec le chef d'état-major des armées, qui s'appelle à l'époque Mark Milley, qui a souvent un vocabulaire militaire où, à la marge, il dit des choses. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas la voix de son maître, c'est pas le gouvernement Biden qui aurait son représentant militaire. C'est le chef d'état-major des armées. Il répond au président, mais il parle dans son propos. Il y a l'idée de la négociation. Le mot est lancé. Il explique que ça va être très compliqué. Alors il dit en termes de pourcentage, le pourcentage de chances pour que l'Ukraine reprenne le Donbass et la Crimée est extrêmement faible, voire nul. Et puis, il évoque à la marge l'idée de la paix aussi. Immédiatement, quand vous regardez ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez le militaire qui lui parle de négociation et de paix, et vous avez le diplomate, Anthony Blinken, qui lui vient annoncer, quasiment au même moment, un nouveau package d'aide militaire à l'Ukraine de plusieurs milliards de dollars, qui vont compléter les quelques 70 milliards de dollars d'aide quasiment militaire, hein, je ne parle pas d'argent, que les États-Unis ont investi depuis le début de ce conflit. Et donc, quand on y réfléchit, bon, on se dit, voilà, c'est l'actualité. En fait, on a appris, depuis l'élection de Donald Trump, par un papier du New York Times, que, en fait, en réalité, Anthony Blinken et Mark Milley s'étaient affrontés
le militaire disant, soyons réalistes, on peut pas gagner cette guerre, autant arrêter le plus vite possible. Le diplomate, alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être au diplomate de chercher les conditions d'un accord, ou en tout cas de faire progresser les intérêts de son pays. Donc on comprend qu'en fait, le diplomate nous explique que les intérêts des États-Unis ne sont pas d'arrêter la guerre. On retombe sur la situation Boris Johnson juste avant. Et le militaire, et donc il y a un affrontement entre le Pentagone et le département d'État au sujet de la guerre en Ukraine. Le département d'État expliquant qu'il faut poursuivre cette guerre. Voilà, ça c'est des choses qui montrent qu'on est dans un processus où le mot paix, le mot négociation va se voir immédiatement taxé à quiconque le prononce de munichois, ça c'est le terme classique, voire de pro-russe, voire quand on dit quelque chose, on reprend la rhétorique de Poutine. Oui, bien sûr. Voilà, on reprend la rhétorique de Poutine, et ça c'est assez clair maintenant avec Donald Trump. On a expliqué que il était réaliste au début. Maintenant qu'on voit qu'il va un peu plus loin, on dit ah, c'est exactement ce que dit Poutine. Et puis le troisième degré, on le voit avec des articles du Point où on explique qu'il a été approché par les Russes dès les années 90 quand il était bâtisseur de tours à New York, que il est venu à Moscou et que forcément le KGB l'a recruté, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu les trois âges. Quand on voit que finalement ça va pas dans le sens, c'est très intéressant d'étudier ça. Ça ne va pas dans le sens de la narration voulue. Alors aujourd'hui, je vous dis, la narration, elle est quand même battue en brèche à tous les étages. Avec des Européens qui ont du mal à savoir, c'est un peu comme si on leur avait retiré le tapis, ou surtout la locomotive américaine qu'ils suivaient aveuglément depuis 80 ans. Bah là, elle est plus là, la locomotive. Nous, on est dans le wagon, mais est-ce que le wagon va s'arrêter? Est-ce qu'on va refaire une locomotive? Bref, on ne sait pas. On est comme des poulets perdus, sortis de la cage, ou des moutons qui avaient l'habitude d'aller dans une direction et puis qui là ne savent plus où aller. J'en profite pour un rebond. Il y a aussi, parce que vous le soulignez à raison, et là c'est en plein dans l'actualité ukrainienne, c'est le militarisme des civils. C'est quelque chose qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que depuis, pour l'avoir vécu en institution, quand moi j'étais à l'Union européenne, les seuls mecs sérieux sur l'Ukraine que j'ai croisés, c'était des militaires américains détachés à l'OTAN. Tout le reste, c'était des gens qui avaient une croyance immodérée dans le pouvoir des armes, qui était contrebalancée par une absence quasi totale de culture militaire. Or, si vous voulez, sur l'Ukraine, parce que c'est notre actualité brûlante, là il y a une grande nouveauté de la diabolisation, qui était déjà le cas lors de son premier mandat, c'est que pour la première fois, c'est un chef d'État occidental qui en fait l'objet. Et occidental au premier chef, c'est un chef d'État américain. C'est le... Alors, pour vous, comment vous l'analysez? C'est une habitude autrement dit, c'est une caste qui se défend, c'est un phénomène de mimétisme, ou c'est un phénomène, peut-être le saurons-nous plus tard, d'influence de certains organes sur certains courants de presse en France et à l'étranger. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire, cet unanimisme sur quelque chose qui était intouchable. L'Amérique était intouchable. Bien sûr. C'est... Pour vous, comment on en est arrivé là, quoi? On en est arrivé là d'abord par la personnalité de Trump, par cette croyance à l'isolationnisme, c'est-à-dire qui est une tendance américaine qui existe depuis très longtemps, depuis même le début des États-Unis. L'Amérique s'est constituée contre l'Europe. Elle s'est constituée de personnages, de migrants qui sont venus souvent depuis les Quakers jusqu'aux migrants allemands du Midwest, parce qu'ils étaient persécutés politiquement, religieusement. Et donc, pour ceux qui étaient extrêmement croyants, l'Amérique représentait la Nouvelle Jérusalem, une sorte de pays rêvé, sur lequel finalement s'est bâti un principe, on va dire, de liberté absolue,
constituées par des communautés, donc une méfiance aussi de l'État central. Donc il y a tout un tas de choses et puis le culte des armes lié justement aux conditions dans lesquelles ces migrants ont dû vivre au départ. Ça fait une entité qui est quand même extrêmement différente de l'Europe, même si elle hérite de l'Europe au niveau de sa littérature, au niveau de sa philosophie aussi. Hollywood, c'est une invention américaine. Ça, par contre, c'est très différent. Mais il y a d'abord une tendance à l'isolationnisme. Il y avait un homme politique dans les années 80 qui incarnait ça, qui s'appelait Pat Buchanan, voilà, Bien sûr. qui était considéré classé à l'extrême droite aussi à l'époque. Bref. Ron Paul est aussi un peu dans cette philosophie-là, plus libertarien, on dira. Donc vous avez toujours cette tendance isolationniste. Et Trump en hérite, je dirais, avec une certaine dose de bon sens. C'est-à-dire que ce qui arrive chez Trump, c'est ce qui arrive chez beaucoup d'Américains. Il y a une phrase que j'ai mis moi en exergue de mon livre, où il dit à Tucker Carlson, 10 jours avant l'élection, il est interviewé par Tucker Carlson, il dit « Nous avons dépensé 9 trillions de dollars, 9 000 milliards de dollars, à bombarder le Moyen-Orient comme des malades. Nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que ça nous a rapporté, pour l'interrogation ? Rien. » Donc là, je pense que c'est à l'unisson de ce que pensent beaucoup d'Américains qui ont vu cet investissement massif, y compris parfois de leurs proches quand ils étaient militaires, même si on va dire l'US Army, c'est 1 ou 2% de la population. Hein, c'est sur 330 millions d'habitants. Voilà, tout le monde n'a pas un soldat dans son environnement. C'est beaucoup moins qu'en Russie, par exemple, ou en Ukraine. Voilà. Mais en tout cas, ces investissements massifs dans des guerres qu'on appelle, le terme a été les Forever Wars, les guerres sans fin, les open-ended commitments, c'est-à-dire des engagements sans fin, en Irak, jusqu'à ce que la démocratie triomphe, en Afghanistan, jusqu'à ce qu'on ressuscite l'État. Eh bien, ces engagements sans fin ont fini par user la population qui, d'un point de vue pratique, n'y a pas vu où était l'intérêt des États-Unis. Et d'ailleurs, il était parfaitement discutable, y compris à l'origine, en tout cas pour la guerre en Irak, puisque c'est une guerre, on le sait aujourd'hui, basée sur des mensonges, trafiqués, vendus à la population, avec une narration particulière, à des fins, d'ailleurs pour le moins obscures, la théorie des dominos pour les néoconservateurs. On va envahir un pays, casser ses infrastructures, renvoyer l'armée basse dans ces quartiers et les soldats avec leurs armes chez eux, et puis il y a l'insurrection qui arrive. Donc finalement, tout ça a été fait avec une naïveté, une absence totale de connaissance réelle des pays, et c'était ce qui était destiné à être exporté en Syrie et dans d'autres pays. C'était la démocratie au forceps, ça n'a pas fonctionné, ça a été un échec absolu. Et donc Trump, pour revenir sur lui, incarne un petit peu ce ras-le-bol de ce type de guerre. Il est non belliqueux, il se targue pendant ses 4 ans de présidence de ne pas avoir déclenché de conflit. Il y a eu quelques frappes sur la Syrie à l'époque, quand Bachar el-Assad avait utilisé du gaz sur certaines, dans certaines zones. Et donc Trump, lui, a décidé de prendre la tangente et de reprendre justement cette idée de America First, qui veut pas dire on est les meilleurs, mais on s'occupe d'abord de nous. Et si Trump déclenche des guerres, elles seront contre les cartels mexicains. Pourquoi, par exemple, je pense que Trump envisage de réallouer une partie de l'immense potentiel militaire américain de surveillance, de drones, d'opérations spéciales également. Moi, il ne m'étonnerait pas que les Navy SEALs, dans un avenir proche, aillent éliminer des têtes de cartel de la même manière qu'ils l'ont fait avec Al-Qaïda ou avec Daesh. Le récent mouvement vers l'assimilation juridique des cartels et des organisations terroristes Oui, dans ce sens. c'est exactement dans ce sens-là. Organisation terroriste, ça veut dire des moyens supplémentaires, des moyens de surveillance. Les drones RQ de la CIA sont déjà sur zone pour observer les cartels. Donc
on sent qu'il y a une véritable volonté chez Trump de mener une guerre contre la drogue. Donc, il va y avoir forcément une les moyens militaires vont être réalloués à ces fins. Mais le conflit dans lequel on investit quelques 115 milliards de dollars, c'est la totalité de l'investissement américain en Ukraine. Pour l'Europe, c'est 134. On est quand même à 60% pour nous et 40% pour les États-Unis, bien que l'apport militaire vienne de façon écrasante des États-Unis, parce que à l'heure où on parle, cette aide a été suspendue par Donald Trump et c'est un élément majeur. Cette aide était plus importante, l'aide militaire américaine à l'Ukraine était plus importante que la totalité de l'aide des autres alliés. Vous voyez ? Donc voilà. Et Trump, donc lui, ne veut plus de ces guerres, ne veut plus de ces investissements sans limite, ne veut plus, quitte à ce que effectivement ça coince au niveau du lobby des armes et du complexe militaro-industriel ultra puissant aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il veut désarmer l'Amérique, mais en tout cas, on est dans une perspective isolationniste, on est dans une perspective de l'Amérique face au monde ou de l'Amérique dans le monde. Chez Trump, il y a une idée du monde multipolaire qui est parfaitement admise. Ce n'est plus la prééminence de l'Occident sur le reste du monde. Le fait de traiter avec Narendra Modi, avec Xi Jinping, d'homme à homme, en tête à tête, il n'y a aucun problème. Le monde multipolaire de Trump, le monde kissingerien, on va dire, on retrouve toutes ces couleurs. Trump veut affronter la Chine, mais d'un point de vue technologique, sur l'avenir, sur les ressources, sur le commerce. Je ne suis absolument pas certain que Trump envisage une opération armée avec des porte-avions autour de Taïwan. Donc là, on est... voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et pour ça, il veut se réconcilier avec Poutine, finir la guerre en Ukraine, lever des sanctions appliquées à la Russie pour détacher quelque part la Russie de la Chine. C'est le vieil adage nixonien, on va dire. Si Nixon fait le voyage de Pékin, on s'en souvient, c'est pour justement essayer de se rapprocher de la Chine contre la Russie, enfin de détacher les deux. C'est un vieil objectif et Trump met le curseur vers ça aujourd'hui. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? On n'en sait rien, mais vous avez raison pour... on va dire nos toutous européens, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la classe politique qui est actuellement au pouvoir en Europe, dans tous les pays européens et à Bruxelles, dont vous évoquiez tout à l'heure, est une classe bercée dans l'admiration, le béate de tout ce que fait l'Amérique. Est une classe élevée, les young leaders, issus souvent d'ailleurs comme Macron, comme quelques autres, de ces officines payées par le département d'État. Moi, je me souviens de Yves Pozzo di Borgo, qui m'expliquait, ancien sénateur, qui m'expliquait que lui a été young leader et qu'il avait été en voyage aux États-Unis, voyage extrêmement bien organisé. Il rencontrait les dirigeants d'entreprises, tout ça pour montrer la puissance américaine et en disant si tu veux en faire partie, si tu veux en croquer, vas-y, il n'y a pas de problème, tu es avec nous. Tout ça, c'est des instruments de soft power, mais de rayonnement de l'Amérique. Et puis, à côté de ça, bien, il y a eu, et ça, je pense que Trump est très hostile, et on l'a vu avec la fin du programme USAID, avec tout ce que Musk a révélé. C'est-à-dire que, en fait, la politique étrangère des États-Unis a été pilotée par des espèces d'officines plus ou moins masquées, dont les intentions étaient plus ou moins masquées, qui échappaient complètement à tout contrôle parlementaire d'ailleurs, y compris au contrôle parfois de la Maison-Blanche, en gros, qui ont été créés dans les années 80 par Ronald Reagan, parce que précédemment, des coups d'État au Brésil, au Chili, en Iran, avaient fait pas mal de casse. Donc la CIA n'avait pas toujours été très efficace dans ces coups d'État, et ça faisait un peu désordre. Donc en 83, Ronald Reagan, je prends juste un exemple, crée ce qu'on appelle le National Endowment for Democracy, la NED, qui en gros continuait l'activité de la CIA
en arrosant les figures d'opposition dans les pays pour lesquels il n'y a pas un intérêt, où les États-Unis n'ont pas intérêt, sont plutôt hostiles. Donc on va en financer l'opposition. En revanche, on va financer tel ou tel chef d'État contesté, les Marcos, etc., etc. Même si c'est des dictateurs, c'est peu importe. Mais quand ça va dans l'intérêt de l'Amérique, voilà. Et tout ça se fait. Basta. C'est ça. Ça se fait avec un vernis de groupe, avec des noms très vantant, mettant en avant la démocratie, la liberté, etc., etc. Ce sera ma dernière question, parce que, objectivement, vous le dites très bien, Donald Trump retourne à une diplomatie transactionnelle. Qu'est-ce que ça me coûte ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? C'est ça. Voilà. Les grandes idées ne mangent pas de pain, mais elles ne rapportent. Mais elles coûtent souvent beaucoup plus cher qu'elles rapportent. Pour avoir été face aux Européens pendant et pour les étudier toujours aujourd'hui, plus il y a de l'admiration béate. Il y a même un fait qui est terrifiant, c'est que l'Amérique est pour eux l'ultime garant adulte. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent faire n'importe quelle connerie. Les GI viendront les sauver de toute façon. Donc, c'est un arrière-monde qui, d'ailleurs, d'où d'ailleurs l'hystérie anti-Trump, parce que toute la construction est basée sur cet arrière-monde. C'est-à-dire, finalement, nous, on peut se permettre d'être iréniste, on peut se permettre de la dégénérescence, on peut tout se permettre, parce que à la fin des fins, c'est le boys du Midwest qui viendra le payer avec son sang, c'est pas nous. Donc, ça, sincèrement, faut avoir vu ces gens-là à l'œuvre pour le comprendre. Mais par contre, là, si on voit en termes de projection, et ça se voit dans la galerie de portraits que vous avez fait, dont beaucoup d'hommes ont été massacrés suite à une campagne de diabolisation. On se rappelle la manière ignominieuse dont meurt Kadhafi, celle dont meurt Saddam Hussein, qui est livré à ses ennemis, si vous voulez, qui est pendu. Il y a vraiment, enfin, faut pas avoir de fierté mal placée d'avoir fait ça. Or, aujourd'hui, une large part des hommes forts de notre monde, l'Europe peut les diaboliser tant qu'elle veut. Xi Jinping, je pense qu'il endort très bien la nuit. Mais question, que vont faire les Européens avec la seule arme qui leur reste, qui est la diabolisation, dont aujourd'hui, par les BRICS, par un système multilatéral, par le retour d'une diplomatie transactionnelle tous azimuts, dont en réalité, tout le monde se fout. Tout le monde va se foutre. À l'exception de... oui, d'accord. Et encore, même les Nord-Coréens, ils ont quand même un territoire sanctuarisé, donc eux aussi peuvent regarder ça de loin. Objectivement, là, il y a eu le changement de régime en Syrie, vous le disiez, avec le type d'homme sur lequel nous avions parié déjà en 2013. Mais mis à part des États déjà affaiblis, ces processus, disons, militaro-journalistiques ne marcheront plus maintenant, à cause de la matérialité de la guerre. Qu'est-ce que les Européens vont faire avec le diable maintenant ? C'est effectivement, on arrive à... Moi, j'ai fait un portrait de Trump, un portrait de Poutine, dans lequel j'esquisse une forme de rapprochement. Maintenant, ce que je constate, c'est que le rapprochement, il est encore plus abouti, on va dire. Bien sûr. On dit que Trump est une marionnette dans la main de Poutine, enfin bref, parce qu'il a cédé sur pas mal de demandes, mais il y a aussi des demandes de Poutine qui correspondaient à une réalité de terrain, et surtout sur la question du traitement de la guerre, cette guerre-là ne pouvait plus... C'est-à-dire, en fait, cette guerre est à un degré, c'est une guerre de haute intensité, pour laquelle des centaines de mecs meurent encore tous les jours, mais qui ne va pas, on va dire, le calcul en arrêtant la guerre aujourd'hui fait que l'Ukraine conservera certaines choses que dans 6 mois, elle n'est pas sûre de conserver. Au pire, dans 6 mois, ça n'a pas bougé, mais il y a quand même 50 000 mecs au tapis de chaque côté au minimum. Si on continue avec ce type de raisonnement, enfin si on continue avec ce type d'intensité, et notamment
un usage des drones qui est de plus en plus important et qui est extrêmement, extrêmement meurtrier, puisque des drones s'attaquent maintenant à des soldats isolés, alors que c'était pas le cas avant, c'était plutôt des blindés, des véhicules, des rassemblements, etc. Là, actuellement, on est vraiment dans une sale guerre où les drones se sont multipliés, où les Ukrainiens ont toujours un avantage, un léger avantage sur les Russes par rapport aux drones, mais les deux armées se battent avec cet instrument qui est aujourd'hui au cœur. C'est la clé de voûte du champ de bataille. Là, encore une fois, c'est les questions qu'on va devoir se poser, parce que quand on se dit il faut aller affronter la Russie, nous, on n'a pas cette expérience-là. Ça fait 3 ans qu'ils ont vu la montée en puissance de cette arme et qu'ils la maîtrisent remarquablement, et c'est l'armée qui la maîtrise peut-être le mieux au monde avec l'armée ukrainienne. Donc, faut savoir ça. Mais pour vous dire, finalement, dans 6 mois ou aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? Sauf que la saignée, elle va continuer. Donc, il y a quelque chose la rhétorique, on va dire, est cassée. La menace poutinienne est, je vais dire, conjurée, oui et non, mais à partir du moment où les Américains et les Russes discutent autour d'une table, on peut se dire que la guerre nucléaire, quand même, elle recule. Contrairement, moi j'entends Monsieur Barrot, Jean-Noël, nous expliquer, notre ministre des Affaires étrangères, que le front se rapproche. Les Russes, en 2 ans, ont récupéré 200 kilomètres en Ukraine. Vous croyez qu'ils vont traverser la Pologne, traverser l'Allemagne pour arriver à Paris en 2 temps, 3 mouvements? Oui, Non, bien sûr. il y a des choses qui leur font face. Et le problème aussi, et qu'on retrouve de façon qui est aussi un signe de fébrilité de la part de nos observateurs de la guerre en Ukraine, c'est de nous expliquer constamment que les Russes sont nuls, qu'ils n'avancent pas, qu'ils ont des puces de machines à laver pour leur tank, que un soldat, les Russes ont, ça c'était le général Yakovlev qui avait expliqué que Inénarrable. voilà, il avait expliqué que les Russes avaient un fusil pour 2 soldats. Bon, moi j'ai constaté, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, qu'ils avaient plutôt plusieurs fusils par soldat. Donc c'est pas tout à fait la même approche. Et donc à force d'annoncer ce genre de contre-vérité, d'expliquer que le système est en train de s'écrouler, que l'économie est au bord de la surchauffe, alors là le grand truc c'est oui, s'ils arrêtent, ils n'ont pas intérêt d'arrêter, parce que comme c'est l'économie de guerre, ça va être la catastrophe pour eux. Donc à chaque fois, on annonce des prévisions qui ne se réalisent pas, et finalement, dans le même temps, on nous explique que la Russie, par la voix d'Emmanuel Macron ou de Jean-Noël Barrot, que le front est en train de se rapprocher, et par la voix d'Emmanuel Macron, que la Russie va envahir la Moldavie et peut-être la Roumanie. Alors, si elle envahit la Moldavie et la Roumanie, il faut quand même qu'elle ait une sacrée force et une sacrée efficacité. Il faut savoir si elle est faible, nulle, au bout du rouleau, ou finalement si elle est puissante et qu'elle fait peur. Il y a un vrai problème avec ce narratif maintes fois utilisé. C'est-à-dire qu'on peut observer, moi je l'ai vu dans plusieurs débats, où vous avez une personne utilisant les mêmes arguments, ces 2 arguments totalement contradictoires, de la Bien sûr. Russie au bord de la catastrophe et de la Russie menaçante. Pour moi, c'est un signe que tout ça n'est pas cohérent. Et tout ça n'est pas cohérent parce qu'on est arrivé au bout d'un processus, d'une guerre que les Ukrainiens peuvent perdre là, Bien mais sûr. que les Russes ne peuvent pas perdre et vont peut-être gagner. Avant, on était dans on va dire un 50-50, les Ukrainiens ayant résisté absolument magnifiquement, grâce aux armes de l'Occident, grâce aux armes des États-Unis. Mais on était dans l'idée de se dire, les Ukrainiens ne peuvent pas gagner, mais les Russes ne peuvent pas perdre. Donc, le truc est vissé, et à part du grignotage, des contre-offensives qui permettent de récupérer quelques kilomètres carrés, l'offensive de course, qui a eu quand même des belles surprises, mais qui était du côté ukrainien, qui ont été très coûteuses en ressources. Et donc finalement, on arrive à saturation. On arrive dans un processus où on sent que voilà. Et beaucoup de gens, y compris des gens qui étaient, je pense, hostiles à tout cessez-le-feu, à toute négociation, aujourd'hui se disent pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Et Trump, lui, a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'expliquer que cette guerre, il faut qu'elle s'arrête. Elle n'est pas bonne pour son business à lui, Mhm. elle n'est pas bonne pour son objectif qui est la Chine, Bien sûr. pour la recomposition du monde non plus. Donc autant faire la paix et autant passer à autre chose.
Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Et je rappelle à nos spectateurs que la description de votre ouvrage sera sous cette vidéo. J'appelle vraiment à soutenir parmi les quelques maisons d'édition courageuses qui nous restent, les éditions Max Milo, qui nous ont ravis il n'y a pas longtemps de l'ouvrage de Denis Collin également sur un tout autre sujet qui est la guerre entre l'homme et la machine. Qui est l'un de nos précédents, des vidéos précédentes de la chaîne. Chers amis du Cercle Aristote, je vous dis et à très vite pour de nouveaux entretiens. N'oubliez pas de nous soutenir, n'oubliez pas de partager et surtout restez bien connectés. N'oubliez pas les cloches et autres pour éviter que l'algorithme oublie de nous rappeler à votre mémoire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.